c'est bon. Tu arrêtes le live. Ah, pardon. Voilà, je le vois, ok. Donc là, je suis donc salut, donc je suis là en face. Donc vous me voyez, je regarde la vidéo là. Oui. Donc là, je demande. Oui. Là, j'ai demandé. Elle m'a accepté. Je me vois là au milieu. Oui. Ah, ça y est, ça marche. Alhamdulillah. C'est bon? Ah oui, non mais là, parce que le problème technique, c'est ce qu'il y a de plus terrible C'est- dans l'événementiel. Est-ce qu'il n'y a pas des crachotements sur le son du micro? Non, j'entends bien. Et de votre côté, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok. Je vais essayer De de mon côté, c'est le bon. thème. Alors, pour que quand les gens ils viennent, Merci, Awa. de quoi on parle. Entrepreneuriat et événementiel. Ok. Entrepreneuriat. Est-ce D'accord. Voilà. est-ce que vous voyez le commentaire épinglé là? Oui, Ok, c'est bon. On va commencer. Alors, déjà, bonjour. Bonjour à tous ceux bon, qui... ben attends, je vais éteindre le WhatsApp. Attends. Ok, là, pas de souci. Est-ce que quelqu'un peut raccrocher le WhatsApp? Parce que moi, je ne sais pas comment sortir. Moi, j'ai raccroché. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, déjà, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à vous, Maria. Alors, je me présente. Je m'appelle Larissa Kamital. J'ai 20 ans. Je suis étudiante en deuxième année d'Hospitality Management à Telma Business School. Alors, on fait des formations en tout ce qui est hôtellerie, restauration et un peu de tourisme et aussi d'événementiel. Alors, aujourd'hui, je suis avec D'accord. vous pour parler principalement de l'entrepreneuriat et de l'événementiel, un domaine que vous connaissez assez bien, je dirais même très bien. Et voilà, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui nous... D'accord. Donc, bon, ben, je suis Marianne Batili. J'ai 48 ans. Je commence à dater. Je suis la mère de trois enfants qui ont 19, 17 et 16 ans. J'ai fondé un groupe d'agences en Afrique francophone qui s'appelle EXP il y a 20 ans maintenant. Une agence qui est une agence qui fait du marketing opérationnel. Et donc, dans ces activités contient l'événementiel. Euh, et puis à côté de ça, je fais partie également des fondateurs de la Laiterie du Berger, société pour laquelle je suis administratrice depuis de nombreuses années maintenant. Je siège au conseil d'administration. Et puis, à côté de ça, voilà, j'ai plein d'autres activités. Mais disons qu'en tout cas, ces grandes familles, que ce soit mes enfants, mon travail et puis et la laiterie m'occupe à plein temps.
D'accord. Alors, avant qu'on commence le questionnaire, je vais un peu parler du déroulement du live pour que tout le monde sache comment ça va se passer. Alors, déjà, on va commencer par le questionnaire, bien évidemment. Après cela, on va finir par des questions moins sérieuses, si on peut dire ça comme ça. Puis, on prendra des D'accord, questions dans les commentaires s'il y en a. S'il y en a qui veulent interagir avec vous, voilà, on prendra leurs questions et voilà. C'est tout. Ça d'accord, d'accord. Parfait. va. Ok. Alors, la première question sera, pourquoi avoir choisi l'événementiel? Alors, l'événementiel, pourquoi avoir choisi l'événementiel? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les activités d'EXP contiennent l'événementiel. Et on n'est pas une société spécialisée dans l'événementiel. Il nous arrive de faire de l'événementiel à la demande pour certaines marques dans le cadre de stratégies globales dans lesquelles il y a de l'activation de terrain, des réponses en fait, des réponses stratégiques terrain et dans lesquels il peut nous arriver d'organiser des événements ou des événements indoor ou outdoor de manière itinérante. Donc en fait, ce que j'ai vraiment choisi moi, c'est de faire du marketing. C'est-à-dire que de faire du marketing, ça a été d'ailleurs un petit peu par hasard. Hein. C'est toujours comme ça dans la vie. Hein. Il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent, on rentre et puis finalement on se trouve bien et donc finalement on reste et puis finalement on va encore plus loin, etc. Et ça aurait très bien pu s'arrêter dès le début, mais au début c'était juste un pari de me dire ah ben tiens il y a des gens qui cherchent à monter une agence, pourquoi pas moi allez hop j'y vais. Mais dans tous les cas, ce qui était intéressant pour moi au départ, c'était de créer mon propre environnement de travail, parce que j'avais été très, comment dire, échaudée, voire dégoûtée de l'environnement corporate. C'est-à-dire que étant d'une forte personnalité, ayant beaucoup l'impression que je savais très bien faire aussi, ben, j'avais du mal. Disons qu'on pouvait dire de moi à l'époque que j'étais difficile à manager. C'est-à-dire, et ça, c'est jamais très bon pour des jeunes. Je veux dire, quelqu'un qui est difficile à manager, bon ben voilà, c'est quelqu'un qu'on fait pas forcément monter, c'est quelqu'un qu'on prend pas forcément dans ses projets. Et donc, j'ai très vite compris que dans un environnement de grande entreprise ou de comment dire ou de société, je dirais, de grande échelle, dans lequel je serais arrivée à l'intérieur d'une équipe, j'aurais du mal à valoriser mes compétences et mes savoir-faire. Donc, voilà, là j'ai l'opportunité de faire mon truc, de créer mon propre espace de travail, de choisir avec qui je veux travailler, de choisir mes collaborateurs, de créer l'ambiance, ok, l'ambiance, la raison, le motif, qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Et donc je me suis dit ça c'est ce qu'il faut, c'est ce qui va m'aller. Et donc je pense que ce choix de créer une agence, plus qu'un choix sur une activité, ça a été un choix sur un style de vie au travail. Voilà. C'est plus ça que je cherchais, c'était la liberté. D'accord, je comprends bien parce que moi, personnellement, si j'ai choisi Telma, c'est pas pour être derrière un bureau à rester sur le Mm-hmm. parce que j'aime bien être sur le Exact, terrain et l'événementiel, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Vraiment. Alors, on va passer à la deuxième question. bien N'est-il sûr. pas difficile d'exercer ce métier au Sénégal? Comment? N'est-il pas difficile d'exercer ce métier au Sénégal? Alors non, 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 non. C'est un métier qui est, enfin, il est aujourd'hui le métier de l'événementiel. Son vrai problème, c'est le contexte du coronavirus. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où en fait toute cette catégorie, toute cette branche de l'activité est très largement mise à mal de plusieurs manières. D'abord parce que le regroupement de personnes à l'intérieur est quand même un risque, hein, je veux dire un risque sanitaire direct. Ensuite, on a un deuxième type de risque, c'est que les hôtels ou les grandes salles qui généralement accueillent les événements sont fermés, puisque tous les événements sont annulés. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment un double, un double, un double stress en ce moment sur l'ensemble des gens qui agissent sur ce terrain-là, parce que subitement, ceux qui étaient considérés
comme un acquis, c'est-à-dire de dire oui, organiser des événements, bon, je veux dire, ça ne va jamais s'arrêter, c'est un endless boulevard sur lequel on va pouvoir se défouler à jamais. Eh bien, c'est vrai que le coronavirus a fait d'un seul coup apparaître des limites et des contraintes dans un milieu qui en avait peu. Hein. Donc, ça, c'est clair. Sinon, avant ça, avant le coronavirus, je peux dire que être dans l'événementiel au Sénégal, c'est vraiment au contraire extrêmement facile. C'est un des problèmes d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un problème pour une société structurée d'agir dans l'événementiel, c'est problématique parce que à la limite, n'importe qui est dans l'événementiel au Sénégal. Je veux dire, au Sénégal, vu qu'on a vraiment énormément de raisons de faire la fête, ne serait-ce que des organisations de baptême, mariage, je dis pas décès, mais même dans ce cas-là, je veux dire, il y a une telle logistique, et il faut accueillir les gens, il faut les nourrir, il faut les divertir, il faut organiser qu'est-ce qui va se passer, tel moment, telle heure, etc. Donc ça, c'est les principes classiques hein, qu'on retrouve dans n'importe quel événement, peu importe l'objectif. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un tas de chefs de projet événementiels qui sont en fait déjà actifs sur le terrain bien avant d'en faire un métier. C'est-à-dire que ça peut rester même un hobby. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est une activité qui est extrêmement concurrentielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que EXP, nous, notre politique a toujours été de limiter notre intervention dans ce domaine à des clients sélectionnés sur le volet dans lequel on ne se contente pas seulement d'organiser l'événement, c'est-à-dire d'être un exécutant, je veux dire, pour donner un cadre à une activité, hein, donc tout ce qui va être activité d'organisation, de décoration, de sonorisation, etc. Donc des prestations qui sont vraiment de l'ordre de la logistique et de l'exécution. Eh bien, on favorise généralement, nous, de prendre en charge la création même de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, le client vient avec un brief en disant j'ai tel problème et dans les solutions peuvent intervenir la création d'un événement ou la création d'une série d'événements qui vont permettre au client de répondre à une problématique marketing précise. Et donc, dans ce cas-là, ça donne un petit peu plus de mal à la concurrence de pouvoir s'aligner puisqu'il faut venir avec le concept, avec le contenu, avec les bases de données d'invités, avec une compréhension globale de la problématique qui dépasse le simple fait de livrer un événement clé en main à quelqu'un qui aurait juste besoin de techniciens. Et c'est clair qu'au Sénégal, tous les moyens sont bons pour faire un événement, comme vous l'avez dit. Voilà. Et quand vous avez parlé du brief, ça m'a rappelé des cours que j'ai eu avant à Telma. C'est exactement ce que vous dites. Le client, il vient, il vous propose son idée et après, c'est à nous de l'adapter en fonction de ses goûts, etc. D'ailleurs, il y a Madame dans les commentaires qui vous salue. Oui, bonjour, ma chère. J'espère que tout va bien chez toi. C'est d'ailleurs elle qui nous faisait des cours d'événementiel à Telma. Ah, ben voilà, donc c'est une très bonne prof. Je valide. Je valide. Alors, la question suivante. Alors, j'ai vu que vous avez fait vos études en France. Et après avoir vu cela, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Sénégal après la fin de vos études là-bas? Alors, on peut dire que moi, j'ai été éduquée pour rentrer. Je pense pas que, enfin, je crois qu'il y a eu juste une toute petite volonté de ma part finale, mais mes parents, ça, je dois dire merci à mes parents qui nous ont éduqués tous les trois enfants baptisés, à dire votre place est ici, l'avenir est au Sénégal, il y a tant de choses à faire, il est hors de question que vous restiez dans un pays où les gens diplômés sont pléthoriques. Ok, donc pour eux, ça relevait un peu d'un geste politique. C'était là. Moi, je suis née dans les années 70. Les années 70, on était à 10 ans des indépendances. Mes parents étaient des activistes pro-Afrique, pro-libération, pro-égalité, etc., etc. Et donc, ils nous ont vraiment élevés dans ce sentiment de dire, voilà,
on peut pas dire qu'on veut être indépendant, on peut pas se battre bec et ongles pour récupérer notre pays et dire non, nos enfants doivent se sauver et aller travailler au FMI. Donc, c'était pas possible. Donc, nous, on nous a dit, vous allez rentrer et vous allez cultiver, faire ce que vous voulez, mais votre place est au Sénégal. Donc, moi, je suis rentrée. J'ai eu mon diplôme. Donc, à l'époque, c'était l'ESC Lille. C'est devenu, je pense, Schema ou quelque chose comme ça, Schema Lille. Et j'ai eu mon diplôme en juillet et fin août, j'étais à Dakar, sans même réfléchir. Oui. Et après, une fois que j'étais là, c'était trop tard. Et puis bon, à l'époque, il faut bien se dire que la situation était très différente d'aujourd'hui. On sortait d'ajustements structurels, il y avait des phénomènes de stagiaires à vie, des gens qui restaient stagiaires pendant des 5 ans, 6 ans. Il y avait un groupe d'entreprises qui embauchaient, qui étaient très peu nombreux. Hein. Il y avait quoi? Il y avait, grosso modo, il y avait la place de l'Indépendance et puis l'avenue William Ponty. Hein. C'était ça, hein, les entreprises au Sénégal. Donc, ou alors après, c'était le grand bond dans l'inconnu, l'informel, qui était encore très mal connu, je dirais, et très diabolisé. C'est-à-dire que l'informel, c'était l'antithèse des études. Donc, moi, j'ai grandi dans un monde où on nous opposait. C'est-à-dire qu'il y avait eux et nous. Nous, on était ceux qui allaient dans des bureaux, qui connaissaient la comptabilité, qui agissaient dans un certain ordre. Et puis, il y avait l'informel qui était considéré comme un joyeux bazar. Et vraiment, aller travailler dans l'informel, c'était genre impossible. Donc, du coup, il y avait quoi? Il y avait les entreprises qui étaient autour de la place de l'Indépendance. Et je raconte toujours ça à votre génération. C'est qu'à l'époque, il faut bien voir que quand on avait une carte bleue, eh ben, il y avait qu'un seul garde, hein, c'était le garde de la BICIS sur la place de l'Indépendance, qui était gardé par un garde armé. Et c'était là qu'on pouvait retirer de l'argent, point barre. C'était ça le Sénégal de l'époque. Donc, évidemment, une fois que j'étais là, bon, je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que je fous là? Mais c'était trop tard. J'étais déjà là. Donc, bon, j'ai essayé de trouver un peu ma voie, d'envoyer, j'ai fait, je crois, 100 lettres de motivation. J'ai rencontré quelques directeurs généraux qui certainement avaient dû trouver mes lettres très fraîches et très dynamiques. Et finalement, j'ai commencé par faire un stage dans l'audit, ce qui m'a permis de rentrer dans le milieu bancaire. Après, j'ai travaillé dans le milieu bancaire. Après, j'ai travaillé chez Mobile, donc les pétroliers, donc les acteurs vraiment historiques, hein, traditionnels. Et puis c'est là, une fois que j'étais chez Mobile, que j'ai eu l'opportunité d'ouvrir l'agence. Et j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, c'était ça. J'avais vraiment l'impression que j'avais besoin d'air, besoin de liberté, besoin de tracer ma propre voie. Et il faut dire que les années 2000, c'était quoi? C'était le début, tout début de la téléphonie. Il y avait eu le phénomène Deep Access. Il y avait un début il y a eu l'élection d'Abdoulaye Wade. Oui. Et donc, il y avait un vent d'espérance extraordinaire. C'était le Sénégal qui gagne. Tout était différent. Et donc, si tu veux, je me suis dit, bon, le meilleur moyen de profiter de tout ça, c'est d'aller dans une agence, d'être libre, de pouvoir développer mon propre business, tracer ma propre voie. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, depuis, je n'ai jamais regretté. Et aujourd'hui, j'éduque mes enfants à rentrer. Voilà. Ils vont partir faire leurs études à l'extérieur parce que, alors ça, c'est parce que je pense qu'ils ont besoin de partir. Moi, j'ai des enfants qui ont été élevés dans du coton. Il y a un moment où vous, là, vous, les enfants de la middle class sénégalaise, là, il faut que vous potiez un peu à la réalité. Et malheureusement, je n'ai pas la force de leur créer la réalité. J'ai pas la force d'envoyer mes enfants à l'université Gaston Berger ou au fin fond du Sénégal. J'aimerais l'avoir. Peut-être que ce serait ou de les avoir envoyés au Prytanée avant. Hein, mais j'ai pas eu toute cette force. J'étais une maman je suis une maman gâteau, un peu douce, un peu tranquille. Donc du coup, je les envoie loin. Ils partent en France, au Canada, en Belgique. Et là-bas, ben écoute, il faut qu'ils se débrouillent pendant quelques années. Et puis après, ils vont rentrer. Inch'Allah, Inch'Allah, je le souhaite vraiment de tout mon corps. Mais c'est quelque chose que je leur ai dit depuis toujours. Voilà. Je pense que il y a énormément de choses à faire ici.
que tout est à faire, tout est à construire, contrairement à ce que l'on nous dit. Euh, ce pays est un pays de cocagne. Voilà, tout est à faire dans tous les domaines. Donc, il suffit de travailler. C'est tout. Mais à ceux qui travaillent, le succès est immédiatement là. Et si ce n'est pas là à la première expérience, ce sera là après. Il faut persister. Voilà. Mais que vraiment, vouloir aller dans un endroit où la compétition est rude, hein, la compétition est très très rude, un endroit dans lequel on pourra toujours sentir, au moins encore pendant 2 ou 3 générations, que vous n'êtes pas tout à fait d'ici. Moi je pense que autant rentrer chez soi ou autant y rester. Voilà. Donc c'est ce que je pense. Je suis une militante. Oui. Oui, je suis une militante. Je vois ça. Donc vous conseillerez plus aux jeunes de revenir. Ah oui, il faut partir. Et je conseille de partir aussi. Parce que pour nourrir son esprit, l'idée qu'on a sur la créativité est très surfaite. C'est-à-dire on ne crée pas à partir de rien. C'est faux ça. On crée parce qu'on a vu beaucoup. Les gens les plus créatifs sont les gens qui ont le plus voyagé, qui ont le plus visité, qui ont le plus rencontré, qui ont le plus vu. Parce que finalement, la créativité, c'est quoi? C'est prendre tout ce qu'on a vu et le réarranger d'une nouvelle manière. Donc, si dans ta vie, tu n'as vu que 3 choses, ben, c'est très court. C'est très court. Tu peux pas beaucoup créer à partir de ça. Donc, je suis vraiment pour le voyage initiatique qui est d'ailleurs dans notre culture. C'est-à-dire que nous, dans les cultures, dans pratiquement toutes les cultures africaines, l'adolescent était poussé hors de sa maison pour aller vivre chez d'autres gens. On l'envoyait chez des oncles, des tantes. Des fois, tu partais à l'autre bout du pays. Et dans ce voyage, dans cette altérité, dans le fait de rejoindre des maisons qui sont des maisons différentes, eh bien, tu apprends sur quoi? Tu apprends sur la maison dont tu viens, et puis tu apprends sur le monde. Et c'est à partir de là que tu peux créer et imaginer le futur. Voilà. Donc, il faut partir, mais il faut revenir, parce que c'est ici qu'on a besoin de construire. On a besoin de vous. Alors, dans les commentaires, il y a Parfumerie Bouton d'Or qui dit « La lecture participe à la créativité ». Absolument. C'est tout ce qui ouvre l'esprit, tout ce qui fait voyager, tout ce qui fait connaître des cultures ou des mondes que l'on ne connaît pas. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder des films, lire. Mais moi, quand je dis voyager, attention, je ne veux pas forcément dire voyager en Europe. Hein. On peut voyager en Gambie, là. Hein. Oui. C'est-à-dire que la Gambie qui est là à côté est un très grand voyage. La Guinée, les 2 Guinées, d'ailleurs, pour des raisons différentes. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Je veux dire, on a vraiment le Kenya, destination que je recommande, qui est un pays merveilleux, et plein d'enseignements pour nous. Donc, voilà, je ne veux pas dire que le voyage doit être destiné vers quelque part particulier. L'essentiel, c'est de voyager. Et des fois, on peut même quitter Pékin et aller à Thiès. Et ça marche aussi. Alors, la question suivante sera, selon vous, quelles sont les opportunités du secteur de l'événementiel au Sénégal? Ok. Oh, ben, les opportunités, comme j'ai dit au début, hein, on est un pays festif. Donc, voilà, les opportunités sont infinies. Oui. Infinies. Je pense que de toute façon, alors évidemment, le coronavirus a quand même changé le rythme. Hein. L'événementiel, c'est un domaine. Donc là, maintenant, je te parle de l'événementiel, qui n'est pas vraiment l'activité d'IXP, mais qui est le tronc exclusif de l'événementiel. Hein. Donc l'événement, donc c'est-à-dire la production, la création, la production et l'exécution d'événements, brandés ou non. Donc ce secteur-là, c'est un secteur qui était en très forte croissance avant le coronavirus et qui a une croissance, si l'on réfléchit bien, qui est adossée à la croissance de comment dire, de la middle class, hein, donc de la classe moyenne, combinée avec la croissance du secteur hôtelier et touristique. Donc si tu mets en parallèle la construction des aéroports dans la sous-région, la construction l'augmentation du nombre de lits,
c'est-à-dire les nouveaux hôtels, nuitées, etc., etc. Construction de centres de conférences multinationales, internationales, régionaux, etc., etc. Et la croissance de la classe moyenne dans pratiquement tous les pays de la sous-région, eh bien, c'est à tous ces facteurs que s'accroche en fait l'événementiel. Parce que l'on parle des événements qui sont organisés dans le cadre de la vie sociale, donc je parle là, par exemple, de tout le secteur des événements traditionnels, que sont les baptêmes, mariages, surtout les baptêmes, mariages. Là, c'est un énorme secteur qui est en pleine croissance, qui était en pleine croissance. Et puis après, il y a tout le secteur de l'événementiel corporate et aussi bien en B2B qu'en B2C. Hein. Donc, tout le monde sait de quoi je parle. Ils ont eu des cours, je veux dire. Normalement. Donc, B2B, B2B, donc business to business et business to consumer. Voilà. Donc, que ce soit dans ces deux domaines-là, eh bien, il y avait une croissance qui était vraiment une croissance constante, une croissance qui, à mon avis, était une croissance à 2 chiffres. Mais, voilà, là, on a pris un grand coup. Okay, on a pris un grand coup. Et on ne sait pas quand ce coup-là va finir. Alors, il y a Madame Job dans les commentaires qui a dit on peut voyager par la lecture. Absolument, absolument, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là où moi je pense que le voyage compte, c'est quand on sort de sa zone de confort. C'est-à-dire que par la lecture, c'est vrai qu'il peut y avoir des livres si particulièrement bien écrits qu'on ressent des mal-être ou des malaises en les lisant tellement on nous parle de coutumes ou d'habitudes ou de situations qui nous font, qui nous mettent vraiment dans une situation inédite. Ok, ça peut arriver. Mais je crois que aujourd'hui, moi, ce qui me semble le plus formateur, c'est quand on sort de sa zone de confort. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire arrêter d'être chez soi ou dans son petit monde, dans sa bulle, et aller se confronter à l'inconnu. Voilà. Que ce soit en prenant le taxi brousse cette place, que ce soit en se retrouvant dans une ville étrangère où on ne comprend pas les signes, on ne comprend pas la langue, et il faut se débrouiller. Et puis papa et maman ne sont plus là, cousins, cousines non plus, voilà. Et il faut se débrouiller. Et là, on apprend vraiment. Et on l'apprend d'une manière qui est inscrite dans son corps. C'est pas le cas de la lecture. Voilà. Mais c'est très, très formateur. Hein. C'est très, très, très formateur. Moi, par exemple, avec Thelma, en deuxième année, on a l'opportunité d'aller, par exemple, en échange, un semestre d'échange. Oui. Et j'ai fait partie des personnes qui ont eu la chance d'y aller. Du coup, il y a un mois, je suis rentrée de ce semestre et ça m'a appris que vraiment, genre, il y aura pas tout le temps papa et maman à côté. Il faut vraiment que je me débrouille. Et oui. Et moi, à la maison, ici, je suis très couvée par maman et tout. Et là-bas, je devais me débrouiller toute seule. Et j'ai vraiment compris ce que vous venez de dire là. Mais ça a vraiment voilà. une bonne expérience. En plus, c'était ma première fois en France. Moi qui voulais pas aller en France. Mais bon, je regrette pas d'être revenue. Il y en a qui sont restés, ils ont un stage et tout, ça se passe bien là-bas. Mais il me fallait revenir. Personnellement. Oui, ben voilà. Voilà, non, c'est ça. C'est-à-dire que tu as appris ce que tu devais apprendre, tu as vu ce que tu as vu, ce qu'il y avait à voir. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le bénéfice de ce voyage, tu peux l'avoir même dans 3 ans. C'est-à-dire que dans 3 ans, tu vas être mis face à une situation et tu vas dire, ah, mais quand j'étais en France, j'avais vu tel truc. Et je crois qu'on pourrait faire comme ça. OK? Et là, en fait, ce sera parce que tu as été là-bas. Oui. Mais c'est dans 3 ans. Oui. Tu vois? C'est dans 3 ans. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours nourrir son esprit de créativité parce que d'un seul coup, tu dis, ah oui, mais tiens, j'avais vu des gens qui faisaient comme ça. Et en fait, ça te permet de créer une nouvelle solution adaptée parce que tu l'as vu, tu l'as déjà vu. C'est pas que tu es plus fort que les autres, c'est juste que tu as plus vu. Voilà, c'est tout. Alors, on va passer à la question suivante. J'ai pris le temps de lire une de vos interviews sur lepetitjournal.com. Et au cours de cette interview, vous avez dit, je cite, « L'Afrique ne sera pas la championne de la productivité ou de la production industrielle, mais elle peut le devenir en termes de créativité, de développement équitable et écologique. On a besoin de l'éveil des citoyens car on ne peut réussir qu'ensemble. »
Alors, après avoir lu ceci, je me suis demandé comment vous comptez à contribuer à cette réussite en Afrique. Alors, ben, moi, je pense que je fais, moi, j'ai contribué à la création de deux sociétés au Sénégal. Une première société qui était donc une société de services, IFP, donc qui fait de l'événementiel en particulier. Euh, et, euh, et donc, bon, ça a été l'œuvre de ma vie. Hein. C'est mon premier enfant, je dis toujours. J'ai eu écrit en 2000. Donc, c'est mon premier enfant. Et je suis très satisfaite. Aujourd'hui, c'est un enfant qui a 20 ans, qui fonctionne bien. On résiste bien au choc du coronavirus. Je touche du bois. Inch'Allah, on va sortir de ça grandi avec de nouvelles idées, etc. Donc, un management très mûr, très, très expérimenté, etc. Plein de choses vraiment très, très positives. Et puis, j'ai aussi une deuxième grande réalisation où je ne suis pas du tout dans l'équipe d'exécution, mais je suis dans les fondateurs et dans les administrateurs de la Laiterie du Berger. Donc, la Laiterie du Berger, c'est une société qui est une société dans l'agribusiness qui transforme le lait en yaourt et qui s'est donné comme objectif de développer la filière laitière au Sénégal. Donc en s'appuyant sur euh, l'élevage traditionnel, donc et en essayant de répondre le plus possible à des questions éthiques. Et c'est une société qui aujourd'hui non seulement est une est une est un poids lourd de la catégorie au Sénégal, mais surtout, c'est-à-dire que c'est une des sociétés les plus connues au monde dans son domaine. C'est-à-dire que si vous tapez l'être du berger, voilà, c'est des gens qui, en matière de business social, c'est un véritable modèle, comme pourrait l'être Patagonia, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est énorme. C'est un de nos champions, c'est un de nos champions nationaux. Et j'en suis très, très fière. Je suis très fière de collaborer à cette activité. On est encore au début de tout ce qui est potentiellement possible. Là, avec le Covid, on est en train d'exécuter des programmes extrêmement innovants et ambitieux en ayant la laiterie comme backup. Euh, voilà, c'est extraordinaire et ça impacte dans la vie de milliers et de milliers de gens. Hein. Dans la zone de Richard-Toll, la présence de la laiterie du berger a changé la vie de milliers et de milliers de gens. Et au Sénégal, et à Dakar aussi, parce que, je veux dire, c'est tout un circuit de micro-distribution, etc., donc qui implique aussi bien des gens qui sont des employés de la laiterie, mais aussi tous les collaborateurs, les boutiquiers, les pousseurs, etc., qui sont, je veux dire, la périphérie et qui bénéficient également de la vision extrêmement novatrice du PDG qui se trouve être mon petit frère et qui est quelqu'un d'extrêmement engagé également sur le développement au Sénégal. Donc déjà rien qu'avec ces deux activités, vraiment, c'est un engagement au quotidien. Moi, je crois que nous sommes capables, je crois qu'on peut, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de vivre dans mon quotidien. Ensuite, je pense que avec la maturité, j'ai développé des outils comme le Stand Talk Show, qui sont des outils de promotion de l'entrepreneuriat, oui. Parce que je me suis rendu compte que malheureusement, on était dans une situation où il y avait un petit manque de modèles. C'est-à-dire que pour tous les jeunes du monde entier, dans d'autres pays qui sont plus développés que nous, ils ont des modèles, des business champions, des TED Talks qui sortent tout le temps avec des gens qui peuvent les inspirer, qui leur ressemblent. Parce que le principe d'un TED Talk, c'est que tu regardes le TED Talk, c'est un talk qui est inspirant et tu te dis, mais si cette femme-là peut le faire, moi, je peux le faire. Bon. C'est très difficile de le faire quand finalement, toi, tu es au Sénégal. La nana, elle parle anglais, elle est manifestement aux Pays-Bas, elle te parle des problématiques du Pays-Bas. Bon. Évidemment que tu peux t'inspirer, on peut toujours s'inspirer, mais c'est plus facile de s'inspirer de gens qui vous ressemblent et qui connaissent les situations que vous connaissez. Et c'est pour ça que j'ai commencé
cette activité parce que je me suis dit, on manque de modèles. On a des gros champions nationaux, comme par exemple le président de la CEDIMA, le président de Monsieur Sow aussi, enfin toute la famille Sow, que ce soit ceux qui sont dans le bâtiment, enfin les travaux publics, que ce soit ceux qui sont dans la téléphonie, évidemment, de très très grands champions, d'ailleurs très secrets, hein, qu'on connaît pas assez, que ça devrait être des business cases qui soient étudiés dans toutes les écoles de business au Sénégal. Hein, et puis surtout aussi les grandes pointures de l'informel, les Bokar Sambadié, les gens qui ont nourri le pays. C'est-à-dire que sans eux, pas de riz au Sénégal, etc. Ce sont des business cases, des gens qui avaient des visions. Ils étaient peut-être pas allés à l'école, mais ils ont fait de grandes choses. On devrait les connaître, on devrait connaître mieux leur histoire. Et puis, il y a aussi tous les petits gars, hein, le boulanger du coin, l'éleveur de moutons, la femme qui, comme moi, a monté sa petite agence, tout le secteur de la formation qui a connu un essor depuis les années 2000 qui est extraordinaire, que ce soit l'histoire de Monsieur Diao, que ce soit l'histoire même de notre chère Maguette Diop et son époux, que ce soit les gens de Subdeco, etc. Je veux dire, vraiment, il y a une multitude d'acteurs économiques qui ont eu des histoires particulières qu'il convient de raconter, de manière à ce que les jeunes puissent regarder ces modèles et se dire, mais attends, moi aussi je peux. Et puis finalement, c'est pas si pourri ce coin. Je veux dire, si cette personne peut se le faire, si cette personne peut réussir, mais moi aussi je peux réussir. Moi aussi je peux le faire. Tu vois, et c'est ça vraiment l'objectif. Donc ça, c'est la deuxième contribution que j'ai faite pour me dire, voilà, maintenant j'ai 40 ans, il faut que je fasse du give back, que je commence à penser à comment faire pour partager plus et communiquer avec les jeunes qui hésitent à se lancer. Donc il y a cette plateforme qui existe et d'ailleurs j'invite tous les étudiants de Telma à se plonger. Hein, il suffit de taper Center Show sur YouTube. Je pourrais vous envoyer le lien et peut-être vous pourrez le publier sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours bien. Il y a il y a à peu près entre 30 et 35 vidéos de personnes très inspirantes qui ont eu l'occasion de venir partager leur expérience. Et ce n'est que de l'entrepreneuriat. Hein. Donc volontairement, je ne suis restée que dans l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas d'intervenants qui soient par exemple des cadors de grandes entreprises ou de corporate. Hein. C'est que l'entrepreneuriat, de manière à pouvoir vraiment stimuler la création d'entreprises pour les jeunes. Donc voilà, et puis après, troisièmement, j'éduque mes enfants, hein, les propres enfants, pour qu'ils viennent participer au développement du pays. Et puis, je pense que je suis en train de réfléchir, bientôt, d'ici 3 ans, j'aurai fini ma fonction éducative, mes filles partiront, Inch'Allah. Et une fois que j'aurai donc récupéré énormément de temps dans ma journée sur le temps de l'éducation, eh bien, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire de ce temps et comment je vais pouvoir le réinvestir toujours dans l'approche communautaire. Voilà, parce que pour moi, cette approche communautaire, elle est très très importante. Et d'ailleurs, il y a eu dans le temps du coronavirus, étant donné que j'avais récupéré du temps puisque je ne travaillais plus, donc toujours dans cette optique de se dire quand on récupère du temps, on le réinvestit pour la communauté. Eh bien, pendant le coronavirus, j'ai mis le temps que j'avais récupéré sur le temps de travail d'IECPI à la disposition de la communauté pour lancer les fabriques de masques alternatives lavables, Made in Sénégal. Donc ça a été une très très grosse campagne sur le net, basiquement, d'entraînement communautaire, en fait, pour amener l'ensemble du pays à fabriquer les masques et à nous doter, en fait, de barrières physiques contre le coronavirus. Donc, ça avait pas mal marché à l'époque. Okay. J'espère que ceux qui ont peur de se lancer ont entendu votre message. J'espère. J'espère qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas quoi faire au Sénégal ou qui se disent, avec le regard de la société, c'est compliqué. Donc, j'espère qu'ils ont vraiment entendu vos encouragements. Alors, on va passer par des questions un peu moins sérieuses, on va dire. D'accord. Si vous étiez une ancienne personnalité africaine, laquelle seriez-vous et pourquoi?
Alors, je pense que je serai une de nos reines traditionnelles, les résistantes, là, les femmes des lignées matriarcales. Je sens vraiment que dans mon être, que vraiment, le matriarcat est toujours présent pour moi. Mhm. Donc, voilà, je serai, je pense, et, datée, datée comment elle s'appelle? J'ai oublié, c'est les noms traditionnels que j'adore en plus, hein. Les noms de ces reines, en fait, les reines ferrères Mhm. qui ont résisté à la colonisation, mais qui avant ça étaient tout simplement des reines et des guides de la communauté. Donc, moi, je crois que c'est à ce genre de personnage que je m'identifie, à ces femmes qui étaient des mères de famille, des chefs de leur communauté et aussi des politiques, c'est-à-dire des femmes qui étaient capables de résister quand elles ne voyaient pas l'intérêt de leur peuple à aller pactiser avec les gens. Bon, elles prenaient les armes pour défendre leur communauté. Et donc, voilà, je m'identifie beaucoup à ce genre de personnalité. Toujours comme une Voilà. militante. Donc, toujours comme une militante parce que, en fait, je pense que, en fait, je veux dire, moi, mon père m'avait dit quand j'étais jeune, il m'a dit, tu sais, Mariam, la vie, c'est à la fois très long et c'est à la fois très court. Et comme Dieu aime nous blaguer, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier et comme s'il t'en restait 1000. Donc, c'est très, très difficile. Oui. Donc, il m'a dit, pour réussir ça, je t'engage à penser ta vie pour vivre ta pensée. C'est-à-dire qu'il faut que tu te projettes sur les périodes de vie que tu auras à vivre. De 0 à 20 ans, tu es dans l'apprentissage, hein, dans la collecte d'informations, tu es chez tes parents, tu rencontres des amis, tu éduques ton cœur, etc. De 20 à 40, tu construis ta propre vie. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on t'a transmis, tu vas maintenant dire, voilà qui je suis. Voilà ce que je prends dans ce qu'on m'a dit, dans ce qu'on m'a transmis. Voilà ce que je prends dans ce que j'ai vu, dans ce que je, je rencontre sur ma route, etc. Et puis après, il y a une troisième, voire une quatrième mi-temps qui sont nouvelles dans l'histoire du monde parce que on vit très, très, très longtemps. Je veux dire, on n'est plus, avant, l'espérance de vie, c'était 45 ans. Oui. Ok, donc 45 ans, voilà, pim, t'es mort. Moi, je serais plus là. Donc, si j'étais à cette époque-là. Donc, effectivement, quand tu vis que 45 ans, il n'y a que les 2 premières phases de ta vie qui sont importantes. Ce que tu reçois et ce que tu fais. Et ce que tu transmets. Puisque finalement, c'est le moment où tu fais des enfants. Donc, maintenant, on a la chance de vivre plus longtemps. Donc, il y a une troisième mi-temps qui est en plus une mi-temps où on est à peu près en pleine forme, où on a encore la capacité de faire plein de choses. Et donc, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Donc, est-ce que c'est un temps qu'on rend à la communauté? Est-ce que c'est un temps qu'on passe à transmettre à aux jeunes qui ne sont pas nés de votre propre génétique? Donc, vraiment toujours dans la période de transmission. Est-ce que c'est un moment où on commence à visiter le monde? C'est-à-dire qu'on se rend de place en place, on fait toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire au moment où on était focus, concentré, etc. Est-ce que c'est le moment où on rend grâce? On rend grâce à Dieu, on s'assied, on sur un tapis et on prie pour le mieux-être du monde. Donc, toutes ces possibilités sont là devant nous. Et je pense que pour les jeunes qui ont votre âge, c'est très important de se projeter dans toutes ces phases pour comprendre qu'en fait, faut vouloir tout, surtout pour les filles. Faut vouloir tout. Il faut pas se dire non, ça je ferai après. Non, non, non. Il y a des phases dans la vie. Et il faut bien comprendre ces phases pour en profiter pleinement. Et se dire que la fatigue, l'impression d'être dépassé par la quantité de choses à faire, ben, c'est ça être en vie. Hein. On se reposera tous le jour où on sera mort. Oui. Inch'Allah. Alors, on va poser 2 dernières questions avant que le live se coupe. Et après ces 2 dernières questions, on Oui, va prendre certaines questions qui seront en commentaire, s'il y en a. d'accord. Alors, quel a été votre meilleur souvenir durant votre carrière? Mon meilleur souvenir, je pense que ça a été aussi un horrible souvenir. C'était, on avait eu un brief pour un lancement dans le marketing social d'ailleurs. Donc, c'était dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et donc, on devait lancer une grosse opération sur des moustiquaires imprégnés.
Et on avait eu en phase créative l'idée de faire le cocktail de lancement sur la corniche, place du Souvenir, en installant une moustiquaire géante, une moustiquaire imprégnée géante sur la corniche. Mhm. Et d'avoir le cocktail en dessous. Donc, je sais pas si tu vois, un truc Oui. énorme avec une armature. Et puis bon, ben, ce brief, on l'avait envoyé en janvier, donc pour quelque chose qui devait se passer en mars. Bien sûr, ça a traîné. Finalement, ça a été exécuté au mois d'août. Donc, au mois d'août, juillet, août, avec l'hivernage, les vents, le stress. Oui. C'est-à-dire que l'installation de la moustiquaire, on a connu tout type de problèmes techniques. C'était l'enfer. Le client revenait toute la nuit. Mais enfin, les gens arrivent demain midi. Non, mais l'enfer, l'enfer, l'enfer. Et donc, et finalement, évidemment, tout s'est réglé. L'événement s'est très bien passé. Le client était. Mais voilà, c'est-à-dire que c'était attaché, la pluie, je veux dire, le stress à n'en plus finir. Donc, c'est généralement tous les bons souvenirs. Les bons souvenirs, ce qui reste, c'est les difficultés surmontées. Les difficultés surmontées. L'essentiel, c'est Voilà. que ça a marché à la fin, l'événement se soit bien passé. Exactement, exactement, exactement. Alors, comme dernière question, je vais vous demander quelles sont vos passions dans la vie, mis à part le travail que vous faites. Alors, mes passions, j'adore faire des vêtements. J'adore faire des vêtements, donc j'en fais depuis toujours pratiquement, hein, depuis toujours. Je trouve que on a de la chance au Sénégal, donc là je vais quand même aussi faire un peu de militantisme. On a la chance d'avoir des tailleurs, ok. Donc il faut pas oublier que le prêt-à-porter en Europe, c'est la mode du pauvre. Hein. Le prêt-à-porter, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se faire des robes sur mesure. Hein. Et aujourd'hui, le sur-mesure, le haut de gamme sur mesure, en France, c'est hors de prix. C'est-à-dire que là, parce qu'en plus, si tu veux, ça a pratiquement disparu. Nous, on a la chance d'avoir ça à tous les coins de rue, de pouvoir se faire des robes sur soi qui vous vont, qui sont à votre mesure, des robes qui correspondent à votre état d'esprit et qui en plus peuvent permettre de partager cette valeur avec les gens du pays, enrichir un tailleur, enrichir quelqu'un qui vend dessus, etc. Et sans compter le fait que ça stimule la créativité. Donc, c'est vraiment génial. Je suis très, très heureuse de faire ça et j'encourage, je porte mes créations et je porte aussi toutes les créations des gens qui font des vêtements ici au Sénégal. J'adore faire ça. Je fais également beaucoup de sport. Je suis dans un programme. Alors là, ma coach sportive, c'est une Californienne. Parce qu'il faut jamais refuser qui est bien et qui vient du monde. Hein. Donc, j'ai une Californienne qui est donc ma coach sportive, mais je fais du sport en ligne, sur DVD et en ligne. Donc, ça me permet de l'intégrer dans mon emploi du temps qui est toujours extrêmement chargé. Et pour pouvoir arriver à faire du sport tous les jours, eh ben, je ne peux pas aller dans une salle, sinon je ne vais pas le faire. Donc, j'ai un espace dédié au sport chez moi et je fais du sport tous les jours avec ma coach qui est à ma demande. J'appuie sur un bouton et elle apparaît et je fais mon sport et après j'éteins. Et je passe à autre chose. Donc, je fais ça. Et puis, je chante aussi. Je chante, même si ça fait là presque 2 ans que j'ai pas remonté sur scène. Je pense que je vais revenir sur scène, mais pour l'instant, j'ai pas encore la disponibilité. Puis encore une fois, le coronavirus est encore venu tout troubler. Donc, je pense que là, j'ai pas fini de réfléchir sur mes activités primaires. Donc, je vais pas pouvoir me remettre à la chanson de sitôt. Voilà. Et puis après, je suis mère de 3 enfants qui sont des adolescents. Hein, donc, ça me demande énormément de créativité, de suivi, chaque enfant, c'est une porte avec un loquet et c'est pas parce qu'on a trouvé la clé pour le premier qu'on peut l'utiliser pour le deuxième. Faut trouver chaque porte a sa clé. Des fois, on trouve jamais la clé. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est quelque chose qui prend aussi énormément de temps et que j'aime à considérer comme un hobby. Comme ça me donne l'impression de faire ce que j'aime. D'accord. Voilà, voilà. Dans les commentaires, Voilà, et j'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup danser aussi. Je vais danser. Voilà, je suis. Non, je danse vraiment. Alors là, la danse, ça, c'est excellent pour la santé. Hein. Oui. Voilà, la danse, voilà. Faut jamais arrêter de danser dans sa vie. Jamais. Ça fait partie de mes recommandations également. Alors, dans les commentaires, il y a Madame Job qui vous demande de faire un acapella. Un acapella. Oui.
Ah, elle exagère, elle exagère. Aïe, 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 aïe. Alors, attends, qu'est-ce que je peux dire? Attends, je vais vous chanter a cappella une chanson le couplet d'une chanson que j'ai écrite et qui décrit Dakar. Dakar, notre vie qui nous avait fait. Donc, ça fait Dakar, fais-moi rêver juste avant de m'en aller. J'ai pensé, puis repensé que c'était mieux de rester. Dakar, fais-moi rêver juste avant de me casser. C'est ta dernière chance, c'est la seule. Je n'en ai plus à te donner. Et Madame Diop dit aussi Voilà. que vous êtes invitée à l'Afterlife ce soir pour partager votre talent. Ah, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Alors, Ça me fait plaisir en tout cas. Merci. merci vraiment pour le temps que vous avez pris pour ce live. Merci d'avoir partagé votre parcours et vos pensées sur l'événementiel et d'avoir répondu à toutes les questions. Alors là, le live va bientôt se couper, mais s'il y a certaines personnes qui ont des questions dans les commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire tout de suite pour que Marianne puisse les voir. Bien sûr. Donc voilà. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Alors, je rappelle que le thème, c'était... Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit 48 ans, oui. Ah oui, 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 48 ans. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Non, mais faites gaffe. Faites gaffe, parce que je peux vous dire que moi, je veux dire, je me souviens du moment où j'étais comme vous, où j'avais 22 ans, 25 ans, et que vraiment, c'est-à-dire qu'à la fois, ça a été très long parce qu'il y a eu des moments très difficiles, mais à la fois, comme ça, globalement, je me dis, c'était hier. C'est fou, quoi, je veux dire. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 48 ans. Et autant dire que dans 2 ans, j'ai 50 ans. D'ailleurs, je vais commencer à dire j'ai 50 ans pour m'habituer. Alors, attends. Est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a la place pour tout le monde. Les modèles qui sortent. Sinon, il y a une nouvelle question là. Oui. Alors, Absa N1 qui dit 3 conseils pour un jeune entrepreneur dans l'événementiel. 3 conseils. Alors, premier conseil, faire le plus possible, si c'est le début, vous investir énormément sur le terrain. C'est-à-dire que avant de manager des gens, il faut l'avoir fait soi-même. Je veux dire, moi, je crois énormément à la compétence qui est née de la connaissance. Donc, faut vraiment pas reculer à être vous-même chef de projet, mouiller la chemise, aller sur le terrain, comprendre les autres, etc. Comprendre ce qui se passe, ne pas vous mettre sur un piédestal et dire non, moi j'arrive et puis je fais des commentaires. Non, c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément de temps et surtout qui va vous faire perdre vos clients. Parce qu'en fait, le client, quand il arrive et que c'est pas bon, il s'en fout. C'est qui a fait? Je veux dire, c'est vous qui êtes le porteur du projet, donc c'est vous qui allez traquer. Ensuite, deuxièmement, je pense que dans l'événementiel, c'est très important de s'inspirer des autres. C'est-à-dire que vous devez vous-même énormément sortir. Hein, on peut pas être un pantouflard et être dans l'événementiel. On peut pas non plus être un osseur et être dans l'événementiel. Parce que quand une personne de l'événementiel sort, elle est omnubilée par qui est là, comment sont les lumières, qui est le DJ, est-ce que c'est quel type de population qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, etc., etc. Donc on travaille en fait. Et ça, c'est vrai que c'est gênant, mais c'est obligé. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, il a fallu que je quitte le Sénégal pour arriver à m'amuser quelque part. Parce qu'en fait, ici, je ne m'amuse pas, je travaille. Dès que j'arrive quelque part, j'enregistre toutes les informations et je suis en train de travailler en fait. J'ai énormément de mal à me détendre. Si j'arrive dans un hôtel par exemple, là je me dis ah tiens il y a combien de respectifs, combien de chambres, est-ce que c'est un hôtel qu'on peut proposer dans le cadre d'un team building, etc., etc. Donc bon voilà. Donc ça c'est très très important de rester, d'énormément sortir, découvrir et aller voir ce que font les autres, ce que font la concurrence.
avoir des amis aussi qui sont dans le domaine, qui travaillent dans les hôtels, etc. Et puis, le troisième conseil, c'est de, euh, de faire attention à la gestion. Voilà, parce que très souvent, quand on est bon, le problème, c'est pas de faire rentrer l'argent. Mhm. Le problème, c'est d'arriver à pas tout faire sortir. Donc voilà. Donc ça, il faut quand même essayer d'avoir un contre-pouvoir, ou en tout cas des gens qui soient du côté des finances, qui soient suffisamment empowered et, euh, et stricts par rapport à vous pour vous empêcher d'aller acheter les 45 mètres carrés d'écran jour parce que vous avez trop envie d'acheter des écrans jour et que vous kiffez les écrans jour et qu'en fait, il y ait quelqu'un pour vous dire oui, mais enfin, les écrans jour, on les utilise 4 jours par an. Donc, d'un point de vue financier, je suis désolée, mon coco, mais il vaut mieux les louer que des acheter. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Après, voilà, c'est aussi dans la folie de la jeunesse qu'on réussit à faire des choses que personne n'a jamais fait avant. Donc, c'est bien aussi d'avoir des petits moments de folie, mais la gestion, c'est hyper important. Voilà. Ce seraient mes 3 conseils. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux qui viennent de rentrer dans le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce que vous avez raté peut-être, ou si vous êtes... Alors, celle qui vous a Bon. posé la question sur les 3 conseils vous remercie. Elle dit merci Mhm. pour la pertinence dans les réponses et félicitations pour votre parcours. Ah ben, merci. Je vous souhaite le même, encore plus brillant. Je pense que c'est l'heure. Oui, il est 18h57 et normalement le live il va s'arrêter en 1 minute. Alors encore merci à vous, Marianne Bathily, pour avoir répondu aux questions. Ben, merci. Et pour tous vos conseils aussi, ils étaient très très importants. Merci beaucoup. Alors, pour Voilà, ceux qui sont voilà. là, n'hésitez pas à aller la suivre sur votre page Oyelma, si je ne me trompe pas. Mhm. Voilà. Oui, N'hésitez pas à faire partager le live. Il sera enregistré, donc il sera toujours sur la page. Vous pouvez le faire partager d'accord, et le voir aussi. Et ce soir, il y a d'accord. un after live à 21h, soit avec Ngone Fall, qui était une étudiante de Telma, et Dak Chava aussi, qui est aussi une étudiante de Mhm. Telma. Du coup, ce sera un talent show et il y aura plein de lots à gagner. Donc, n'hésitez pas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et bonne continuation. Ne Merci. lâchez rien. Oui, Merci. bye. Bye.